Même si Terre-Neuve avait rejeté la Confédération avec le Canada en 1869, elle devait néanmoins trouver le moyen de bien s'entendre avec son voisin de l'Ouest, avec qui elle avait beaucoup de choses en commun. Tous les deux faisaient partie de l'Empire britannique, partageaient des traditions constitutionnelles et politiques communes, de même que de nombreuses similarités sur le plan culturel. Ils partageaient également une frontière commune encore très mal définie avec le Labrador et devaient discuter ensemble de différentes choses, notamment de l'industrie de la pêche et des relations avec les États-Unis. De nombreux Terre-Neuviens soupçonnaient le soi-disant loup canadien d'être pressé d'assimiler leur colonie, mais ce n'était pas vraiment le cas. Ottawa craignait que si Terre-Neuve devenait une province, cela entraîne des dépenses inattendues et malvenues pour le gouvernement canadien ou bouleverse les relations fédérales provinciales existantes. Il fallait aussi tenir compte du problème du French Shore, c'est-à-dire de la côte française. Le gouvernement de Terre-Neuve n'avait pas pleine souveraineté sur cette côte et le Canada était réticent à régler cette affaire. Du point de vue d'Ottawa, le fait que Terre-Neuve préserve son indépendance était tout à fait acceptable, pourvu que la colonie ne fasse rien qui puisse nuire aux intérêts canadiens. Mais lorsque cette condition a été brisée, les politiciens fédéraux n'ont pas tardé à réagir. Cela a eu lieu à la fin des années 1880 et au début des années 1890, après que Terre-Neuve eut essayé de négocier un accord commercial bilatéral et indépendant avec les États-Unis. Craignant l'expansionnisme américain, les Canadiens trouvaient important que le Canada et Terre-Neuve continuent à faire front commun face à Washington en matière de commerce et de pêche. Par conséquent, le gouvernement canadien a fait tout en son pouvoir pour empêcher Terre-Neuve de signer cette entente commerciale. Parallèlement, il continuait toutefois à examiner son intégration éventuelle au sein de la Confédération. Cette période de tension a marqué les relations entre Terre-Neuve et le Canada. En 1888, le gouvernement canadien a invité une délégation de Terre-Neuve à Ottawa pour parler de la Confédération. Terre-Neuve a décliné l'offre. 2 ans plus tard, Robert Bond, un député chevronné du gouvernement terre-neuvien, a négocié une ébauche d'accord commercial avec le secrétaire d'État américain James Blaine. Cet accord a été connu par la suite sous le nom d'accord Bond-Blaine. Indigné par un tel dénouement, le gouvernement canadien a fait part de sa vive opposition au gouvernement britannique. Le Canada alléguait que l'accord Bond-Blaine affaiblissait considérablement sa position de négociation avec les États-Unis et menaçait de renforcer la méfiance à l'égard de la Confédération de l'île maritime, tout particulièrement en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement britannique a pris le parti du Canada en refusant de donner son assentiment à l'accord Bond-Blaine. Ces événements ont provoqué une grave rupture entre les deux camps. Le gouvernement de Terre-Neuve a refusé de permettre aux pêcheurs canadiens de se procurer du poisson appât dans ses eaux. Il a ensuite imposé des frais de douane pour les importations provenant du Canada. Le gouvernement canadien a riposté en imposant des surtaxes sur ces importations de Terre-Neuve. Il a également menacé d'imposer des sanctions aux Terre-Neuviens et aux Labradoriens qui pêchaient dans les eaux canadiennes. Les deux camps ont finalement accepté de se rencontrer et de discuter à Halifax en novembre 1892. Aucun résultat concret n'a découlé de cette rencontre. Les délégués de Terre-Neuve ont refusé de discuter de confédération, tandis que les délégués canadiens ont écarté l'idée de lever leur veto sur l'accord Bond-Blaine. La Confédération a été tenue à l'écart des discussions au cours des 2 années suivantes. Puis, en décembre 1894, Terre-Neuve a vécu une grave crise financière. Ces 2 banques ont fait faillite et le gouvernement a subi de lourdes pertes. La préoccupation la plus urgente concernait les intérêts sur la dette publique. Si le gouvernement de Terre-Neuve n'arrivait pas à collecter assez d'argent pour payer les intérêts, il serait incapable de rembourser ses prêts et serait probablement contraint de déclarer faillite. 3 solutions s'offraient à lui. Terre-Neuve pouvait demander l'aide du gouvernement britannique. C'est ce qu'elle a fait, mais sa demande a été refusée. Terre-Neuve pouvait aussi essayer d'emprunter de l'argent, mais à la suite de la faillite bancaire, il était improbable qu'un investisseur soit tenté de lui accorder un prêt. La 3e solution était de faire appel au gouvernement canadien. Cela impliquait de discuter de confédération, ce que le gouvernement de Terre-Neuve a finalement accepté de faire à contre-cœur. Les discussions ont été entamées à Ottawa le 4 avril 1895. Aucun camp n'était vraiment enthousiaste. La délégation de Terre-Neuve, dirigée par Robert Bond, avait accepté d'y participer parce que la colonie devait négocier le dos au mur. Le gouvernement canadien, dirigé par Sir Mackenzie Bowell, était affaibli politiquement en plus d'avoir des difficultés financières.
Il craignait que s'il prenait en charge les dettes de Terre-Neuve, les autres provinces en profiteraient pour exiger une amélioration de leurs relations économiques avec Ottawa. Les deux camps étant incapables de parvenir à un accord, les négociations sur la Confédération ont fini par échouer. Encore sous le choc de la récente débâcle bancaire, le gouvernement de Terre-Neuve a lui-même réussi à éviter la faillite en encaissant un dépôt assez considérable que l'Union Bank avait fait à la National Bank of Commerce de New York avant de faire faillite. La Confédération était écartée des discussions une fois encore, et ce n'est que 50 ans plus tard que d'autres négociations officielles ont eu lieu à ce sujet. Pendant ce temps, Terre-Neuve et le Canada ont continué néanmoins à améliorer leurs relations, d'autant plus que le commerce entre les deux pays augmentait de façon continue. Des Terre-Neuviens et des Labradoriens émigraient au Canada en plus grand nombre. Après la faillite bancaire de 1894, les banques canadiennes ont commencé à s'installer sur l'île et les dollars canadiens ont commencé à y circuler. En 1895, la Banque de Montréal est même devenue la banque officielle du gouvernement de Terre-Neuve. Les querelles et les discussions étaient inévitables, mais elles concernaient généralement des questions d'ordre pratique telles que les droits de douane, les subventions, l'aviation civile et l'immigration. Le conflit le plus important a eu lieu dans les années 1920 au sujet de la délimitation de la frontière du Labrador. En 1927, le comité judiciaire du Conseil privé de Londres a tranché en faveur de Terre-Neuve. Il s'agissait de la plus haute cour d'appel de l'Empire britannique. Ironiquement, 2 ans plus tôt, le gouvernement de Terre-Neuve avait proposé de vendre le Labrador au Québec pour rembourser sa dette publique, mais le premier ministre du Québec avait refusé l'offre. Les choses se sont compliquées au début de la Grande Dépression en 1929. La crise a frappé durement Terre-Neuve. Son économie fragile s'est contractée à cause de la chute des prix à l'exportation. Les revenus fiscaux du gouvernement ont diminué et c'est grâce à d'autres emprunts qu'il a pu maintenir les services publics. En 1932, la dette publique de Terre-Neuve était si importante que les paiements d'intérêts à eux seuls absorbaient environ 65% des recettes courantes. Le mécontentement de la population croissait au fur et à mesure que la dépression s'aggravait. Des lettres de lecteurs publiées dans les journaux locaux imploraient le gouvernement de créer des emplois ou d'augmenter les allocations de secours. D'autres l'accusaient d'incompétence et réclamaient sa démission. Le mécontentement s'est transformé en véritable rage en 1932, après que le ministre des Finances Peter Cashin eut accusé le premier ministre Sir Richard Squires de détournement de fonds publics. Le 5 avril, environ 10 000 personnes ont manifesté violemment devant le Colonial Building. La foule a lancé des pierres aux fenêtres, envahi l'immeuble et pilé les bureaux du gouvernement. Squires a réussi à quitter les lieux sous escorte policière sans être blessé et il a été chassé du pouvoir 2 mois plus tard à la suite de l'élection. Frederick Alderdice est devenu le chef du nouveau gouvernement. À l'automne, il était évident que le gouvernement ne serait probablement pas en mesure de rembourser ses dettes. Alderdice a proposé une réduction des versements d'intérêts afin que le défaut de paiement soit partiel. Mais le Canada et la Grande-Bretagne ont émis une objection, parce qu'il était d'avis que même un défaut de paiement partiel affecterait négativement le crédit de tous les dominions de l'Empire britannique. Pour empêcher une telle chose, les gouvernements britanniques et canadiens ont accepté de prêter les 2/3 de l'argent nécessaire à condition que Terre-Neuve accepte qu'une commission royale d'enquête se penche sur l'avenir de la colonie. La commission était composée d'un président britannique, Lord Almery, et de 2 Canadiens, l'industriel Charles McGraw, choisi par le gouvernement canadien, et le banquier canadien Sir William Stavert, nommé par le gouvernement de Terre-Neuve. La commission a mené son enquête à Terre-Neuve et au Canada, et elle a publié son rapport en novembre 1933, après consultation avec le gouvernement britannique. Bien que les commissaires aient examiné la possibilité de l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération, rien n'a été fait en ce sens. Le Canada jonglait lui aussi avec des difficultés financières. Il ne souhaitait pas cette union à tout prix. La Commission a plutôt recommandé que la Grande-Bretagne assume la responsabilité des finances de Terre-Neuve et que le gouvernement élu de Terre-Neuve cède la place à un gouvernement nommé par la Grande-Bretagne. Cela a eu lieu en 1934, au moment de l'entrée en fonction de la Commission de gouvernement. Ses membres étaient tous nommés par la Grande-Bretagne, 3 commissaires de Terre-Neuve, 3 de la Grande-Bretagne et 1 gouverneur. La commission de gouvernement devait rester en poste jusqu'à ce que 2 conditions soient dûment remplies. En premier lieu, Terre-Neuve devait redevenir autosuffisante.
En second lieu, la population devait demander officiellement la restauration d'un gouvernement responsable. D'autres changements ont eu lieu 5 ans plus tard, au moment où la Seconde Guerre mondiale a éclaté. C'était une ère de prospérité économique extraordinaire pour Terre-Neuve, et aussi une période où la colonie allait se rapprocher du Canada comme jamais auparavant.